On parle de toi en secret, pas de manière spectaculaire, pas dans une grande salle éclairée, mais dans des conversations basses, dans des échanges apparemment anodins, dans des phrases glissées entre deux silences. Ton nom circule là où tu n'as jamais mis les pieds. Et si tu penses que c'est une coïncidence, laisse-moi te poser une question. Pourquoi certaines personnes semblent-elles nerveuses depuis que tu as commencé à changer? Pourquoi l'ambiance devient-elle étrange dès que tu affirmes une nouvelle limite? Pourquoi certains regards ont-ils soudainement perdu leur assurance? Ce n'est pas parce que tu as attaqué, c'est parce que tu n'es plus contrôlable. Il se passe quelque chose de plus profond que ce que tu imagines. Ce n'est pas une chasse dramatique, ni un complot digne d'un film. C'est plus subtil, plus silencieux, plus stratégique. Quand une personne commence à voir clair, ceux qui profitaient de sa confusion ressentent immédiatement le déséquilibre. La dynamique change, les rôles se déplacent, et ceux qui pensaient tenir le scénario réalisent que le personnage principal improvise désormais ses propres répliques. Mais voici le véritable retournement. Le danger n'a jamais été extérieur. Il n'était pas dans des ennemis cachés ou dans des réseaux invisibles. Le vrai champ de bataille était psychologique. Tant que tu doutais de toi, tant que tu cherchais validation et approbation, tant que tu remettais en question ton intuition, tu étais prévisible. Et une personne prévisible est une personne manipulable. Alors quand tu as commencé à faire confiance à ton discernement, quand tu as cessé de te justifier, quand tu as arrêté d'expliquer ce que tu ressens, quelque chose s'est fissuré dans leur stratégie. Et c'est là que la tension commence vraiment. Parce qu'une personne qui perd le contrôle ne réagit pas avec élégance. Elle parle, elle murmure, elle tente d'influencer la narration. Elle essaye de reprendre la main en modelant l'image que les autres ont de toi. Alors oui, on parle de toi, mais pas pour te détruire, pour comprendre comment tu as échappé au cadre qu'on avait construit autour de toi. Reste jusqu'au bout, parce que je vais t'expliquer exactement ce qui se passe dans l'esprit de ceux qui sentent que leur emprise s'effondre, et surtout pourquoi ce moment marque le début de ta véritable ascension. Il existe un moment très précis où tout bascule. Ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de musique dramatique, pas de révélation publique, pas d'excuses soudaines. C'est un moment silencieux, intérieur, presque imperceptible. C'est l'instant où tu arrêtes de douter de toi. Pendant longtemps, tu as peut-être remis en question tes perceptions. Tu ressentais un malaise, mais on te disait que tu exagérais. Tu voyais des incohérences, mais on t'assurait que tu comprenais mal. Tu avais une intuition claire, mais quelqu'un trouvait toujours un moyen de la retourner contre toi. Et à force, tu as commencé à te demander si le problème ne venait pas de toi. C'est là qu'intervient le gaslighting. Le gaslighting est une forme de manipulation psychologique où une personne te fait douter de ta propre mémoire, de ton ressenti ou de ta santé mentale. Par exemple, quelqu'un te parle sèchement, puis quand tu le confrontes, il répond « Tu inventes. Je n'ai jamais dit ça comme ça. Tu es trop sensible. » À répétition, ce mécanisme crée une érosion intérieure. Tu ne sais plus si ce que tu ressens est légitime. Tu deviens hésitant, confus, dépendant de la version de l'autre. Et le doute devient une arme sociale redoutable. Une personne qui doute d'elle-même cherche validation. Elle explique trop. Elle s'excuse trop. Elle accepte des choses qu'elle ne devrait pas accepter. Elle devient plus facile à influencer parce qu'elle n'a plus confiance en son propre jugement. Le doute n'est pas seulement une émotion, c'est un levier de contrôle. Mais voici la bascule invisible. Un jour, quelque chose ne colle plus. Tu entends encore les mêmes phrases, mais elles ne pénètrent plus de la même manière. Tu observes les contradictions avec distance. Tu remarques les schémas,
Tu commences à penser « Attends, si je me sens toujours mal après ces échanges, ce n'est peut-être pas moi le problème. » Et là, tout change. Parce que la manipulation ne fonctionne que dans le brouillard. Quand la lucidité apparaît, le brouillard se dissipe. Et la personne qui utilisait le doute comme outil ressent immédiatement la perte de terrain. Elle peut devenir plus insistante, plus dramatique, plus accusatrice. Pourquoi? Parce que ta clarté menace son contrôle. Ce moment où tu cesses de douter est le véritable point de rupture. Pas seulement pour toi, mais pour toute la dynamique. La première chose à comprendre, c'est que ce que tu as vécu ne ressemble pas forcément à un complot hollywoodien avec des réunions secrètes et des plans machiavéliques parfaitement coordonnés. Avant de continuer, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Si tu ressens que Dieu t'appelle à plus, mais que tu manques de clarté, de direction ou de stratégie spirituelle, alors j'ai écrit un livre, Les clés du royaume, pour toi. Dans ce livre, je t'explique comment reconnaître la voix de Dieu avec précision, comprendre ton appel spécifique, activer tes dons spirituels, traverser les attaques contre ta mission et manifester concrètement le royaume dans ta vie. Ce n'est pas juste de l'inspiration, c'est un plan structuré. Si tu es sérieux avec ton appel, ne reste pas dans la confusion. Le lien du livre est dans la description de cette vidéo et aussi épinglé en commentaire. Prends les clés. Marche dans ta destinée. La réalité, est souvent beaucoup plus ordinaire et donc beaucoup plus difficile à détecter. Il ne s'agit pas d'une organisation cachée, mais d'un système relationnel toxique qui se construit progressivement autour d'une personne perçue comme menaçante. Dans beaucoup de cas, le réseau contre toi est en réalité un enchevêtrement de dynamiques malsaines. Un parent contrôlant, un frère ou une sœur en compétition silencieuse, un partenaire insécure, un collègue jaloux. Aucun d'eux ne se réunit pour planifier ta chute, mais leurs peurs, leurs projections et leurs insécurités convergent dans la même direction, te maintenir à une place qui les rassure. Prenons l'exemple des systèmes familiaux toxiques. Dans certaines familles, un rôle est attribué inconsciemment à chacun. Le sauveur, le rebelle, le responsable, le problème. Si tu es désigné, parfois très tôt, comme celui qui complique tout, ou celle qui est trop sensible, le système entier s'organise pour maintenir cette étiquette. Non pas parce que c'est vrai, mais parce que l'équilibre familial repose dessus. Si tu changes, si tu évolues, si tu refuses ce rôle, l'équilibre est menacé et le système réagit. La jalousie et le contrôle entrent alors en jeu. Une personne insécure peut percevoir ton autonomie comme une trahison, ton succès comme une humiliation personnelle, ton indépendance comme une perte de pouvoir. Le manipulateur n'agit pas toujours par malveillance consciente. Souvent, il agit par peur. Peur d'être dépassé, peur d'être abandonné, peur de perdre son influence. Psychologiquement, le manipulateur cherche trois choses. Garder le contrôle, préserver son image, éviter la remise en question. Pour cela, il utilise des outils subtils, culpabilisation, inversion des responsabilités, minimisation de tes réussites, amplification de tes erreurs, et surtout, la triangulation relationnelle. La triangulation, c'est le fait d'impliquer une troisième personne pour créer tension et confusion. Par exemple, au lieu de te parler directement d'un problème, quelqu'un va dire à un autre « Je m'inquiète pour lui, il ne va pas bien en ce moment ». Ce tiers devient alors un relais d'informations biaisées. Petit à petit, une narration se construit autour de toi sans que tu en sois conscient. Imagine une scène simple. Tu refuses une demande injuste au travail. Plutôt que d'accepter ta limite, ton supérieur raconte à deux collègues que tu deviens difficile à gérer. Ces collègues, influencés,
commencent à te regarder différemment. L'ambiance change. Tu sens une distance, sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas un complot. C'est une dynamique toxique en action. Comprendre cela change tout. Tu ne combats pas une armée secrète. Tu identifies des schémas. Et quand tu reconnais les mécanismes, jalousie, insécurité, triangulation, tu récupères quelque chose d'essentiel, la lucidité. Le conditionnement mental est l'un des mécanismes les plus puissants et les plus invisibles qui existent. Personne ne s'assoit en face de toi pour dire « je vais limiter ton potentiel ». Et pourtant, certaines croyances s'installent si profondément qu'elles finissent par diriger toute ta vie. Elles deviennent automatiques, indiscutables, comme si elles faisaient partie de ton identité. Une croyance limitante ne naît pas d'un seul événement. Elle se construit par répétition émotionnelle. Un enfant qui entend régulièrement « tu es trop sensible »,« tu ne finis jamais ce que tu commences » ou « dans cette famille, on ne réussit pas comme les autres », finit par intégrer ces phrases comme des vérités. Le cerveau, surtout dans l'enfance, ne filtre pas. Il enregistre. C'est ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle. Les peurs, les insécurités et les limitations non résolues des parents se transmettent inconsciemment aux enfants. Un parent qui a échoué peut, sans le vouloir, décourager l'ambition. Un parent anxieux peut transmettre la peur du risque, non par méchanceté, mais par projection. L'enfant hérite alors non seulement d'un environnement, mais d'un système de croyances. Scientifiquement, cela s'explique par la neuroplasticité. Le cerveau crée des connexions neuronales en fonction de ce qu'il répète. Plus une pensée est répétée, plus le circuit devient fort. Si tu te dis depuis 10 ans « je ne suis pas capable », ton cerveau a littéralement construit une autoroute neuronale autour de cette idée. Bonne nouvelle, la neuroplasticité fonctionne dans les deux sens. Ce qui a été appris peut être désappris. Ce qui a été programmé peut être reprogrammé. Le sabotage inconscient vient de là. Tu crois vouloir réussir, mais au moment décisif, tu procrastines, tu hésites, tu doutes. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un conflit entre ton désir conscient et ton programme interne. Pour commencer à reprogrammer tes pensées, voici un exercice simple. Pendant une semaine, note chaque pensée négative automatique qui surgit face à un défi. Puis pose-toi 3 questions. D'où vient cette pensée? Est-ce un fait ou une interprétation? Quelle serait une version plus constructive de cette idée? En répétant consciemment une nouvelle formulation, tu crées un nouveau circuit neuronal. Ce travail n'est pas magique. Il est progressif. Mais chaque fois que tu remplaces une croyance limitante par une croyance choisie, tu récupères un fragment de ton pouvoir. Quand tu changes intérieurement, quelque chose d'invisible mais de très concret se produit. Ta posture sociale se transforme. Ce n'est pas mystique, c'est comportemental. Tes micro-réactions changent. Ton ton devient plus posé. Tu expliques moins. Tu te justifies moins. Tu observes davantage. Et ces micro-changements envoient un signal extrêmement clair aux personnes qui, auparavant, influençaient tes décisions. Les manipulateurs, conscients ou inconscients, sont très attentifs aux variations d'attitude. Ils ne lisent pas ton âme, ils lisent tes réactions. Pendant longtemps, ils savaient exactement quels boutons émotionnels presser pour obtenir une réponse. Culpabilité, peur du rejet, besoin d'être compris, besoin d'être aimé. Mais soudainement, ces boutons ne déclenchent plus rien. Première alerte pour eux, tu ne réagis plus comme avant. Là où tu aurais argumenté pendant 1 heure, tu dis simplement « je ne suis pas d'accord ». Là où tu aurais tenté de prouver ta bonne foi, tu laisses le silence faire son travail. Cette absence de réaction crée un vide.
Et pour une personne habituée à contrôler la dynamique, le vide est insupportable. Deuxième signal. Tu ne cherches plus leur validation. Avant, leur approbation était une forme de récompense. Un compliment te rassurait. Un reproche te déstabilisait. Mais quand tu développes une sécurité intérieure, leur opinion perd de son pouvoir. Tu n'es plus suspendu à leur regard. Et cela bouleverse profondément la hiérarchie implicite qu'ils avaient installée. Troisième point. Le plus déstabilisant pour eux, tu n'as plus peur de perdre leur approbation. C'est ici que la vraie bascule se produit. La peur est le catalyste, est le carburant du contrôle. Tant que tu crains d'être exclu, critiqué ou abandonné, tu restes négociable. Le jour où tu acceptes que certaines relations puissent s'éloigner si elles ne respectent pas tes limites, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité effraie ceux qui vivaient de ta prévisibilité. Alors oui, ils parlent de toi, mais pas nécessairement pour te détruire. Ils parlent pour comprendre ce qui a changé. Ils parlent pour ajuster leur stratégie. Ils parlent pour tester l'opinion des autres. Parfois même, ils parlent pour protéger leur image avant que tu ne racontes ta version. C'est ce qu'on appelle le contrôle de la narration. Lorsqu'une personne sent qu'elle perd l'influence directe, elle peut tenter d'influencer indirectement la perception collective. Elle peut insinuer, suggérer, reformuler les événements à son avantage. Non parce que tu représentes un danger physique, mais parce que tu représentes un danger narratif. Et voici la vérité la plus puissante. S'ils parlent de toi, c'est souvent parce que tu n'es plus accessible comme avant. Ton silence les intrigue. Ta stabilité les déstabilise. Ton détachement les confronte à leur propre insécurité. Ce n'est pas un signe que tu es en danger. C'est un signe que l'équilibre ancien est en train de mourir. Ils n'ont pas peur de toi en tant que personne. Ils ont peur de la version de toi qui n'a plus besoin d'eux pour exister. La plupart des gens, lorsqu'ils ont été blessés ou manipulés, attendent un moment précis, l'instant où la vérité éclate publiquement. Ils imaginent une scène où tout est révélé, où les mensonges s'effondrent, où les responsables sont humiliés devant témoins. Cette attente est compréhensible. Elle donne l'impression qu'un équilibre sera enfin rétabli. Mais c'est ici qu'il faut introduire une distinction essentielle. La justice extérieure et la guérison intérieure ne sont pas la même chose. La justice extérieure dépend de facteurs que tu ne contrôles pas. Preuves, témoins, contexte social, institutions, perception collective. Elle peut arriver tard. Parfois, elle n'arrive jamais sous la forme spectaculaire que l'on espérait. Si ta paix dépend exclusivement de cette reconnaissance publique, tu restes émotionnellement lié à ceux qui t'ont blessé. Tu leur laisses encore un pouvoir, celui de déterminer quand tu pourras aller mieux. La guérison intérieure, elle, fonctionne différemment. Elle commence le jour où tu cesses d'attendre que l'autre reconnaisse ses torts pour te sentir légitime. Elle naît lorsque tu acceptes que certaines personnes ne diront jamais « j'avais tort » et que cela ne définit pas ta vérité. C'est un déplacement de centre de gravité. Au lieu d'attendre validation de l'extérieur, tu reconstruis ta stabilité à l'intérieur. Attendre une humiliation publique peut même devenir dangereux psychologiquement. Pourquoi? Parce que cela nourrit la rumination. Tu revis les scènes, tu imagines les révélations. Tu espères le moment où tout le monde saura. Cette fixation entretient le lien émotionnel avec l'événement. Or, la liberté commence quand tu n'as plus besoin que tout le monde sache pour avancer. C'est ici qu'intervient le principe de responsabilité personnelle. Cela ne signifie pas que tu es responsable de ce qu'on t'a fait. Cela signifie que tu es responsable de ce que tu décides d'en faire. Tu ne contrôles pas le comportement des autres, mais tu contrôles la manière dont tu te reconstruis. Reprendre cette responsabilité, c'est récupérer ton pouvoir. Il faut aussi distinguer vengeance et rétablissement.
La vengeance cherche à faire souffrir en retour. Elle est tournée vers l'autre. Le rétablissement, lui, cherche à restaurer ton intégrité, ta dignité, ta stabilité. Il est tourné vers toi. La vengeance maintient un lien conflictuel. Le rétablissement coupe le lien. Le vrai pouvoir n'est donc pas de voir l'autre tomber. Le vrai pouvoir, c'est d'atteindre un point où sa chute éventuelle ne conditionne plus ta paix. Le détachement n'est pas de l'indifférence froide. C'est une forme de maturité émotionnelle où tu comprends que ta valeur ne dépend ni de leur reconnaissance, ni de leur punition. Quand tu atteins cet état, quelque chose de profond se produit. Même si la justice extérieure arrive, elle devient un bonus, pas une nécessité. Et c'est précisément à ce moment-là que tu es vraiment libre. Certaines relations ne se terminent pas parce qu'elles étaient maudites, attaquées ou sabotées par une force extérieure. Elles se terminent souvent parce qu'elles ont mis en lumière des zones non guéries chez les deux personnes. L'idée de la flamme jumelle est séduisante. Elle donne un sens mystique à une connexion intense. Mais l'intensité ne signifie pas toujours compatibilité. Parfois, ce que nous appelons destinée est en réalité un miroir psychologique extrêmement puissant. Il faut distinguer sabotage externe et incompatibilité interne. Oui, il existe des influences sociales, pression familiale, jalousie, contexte financier, distance géographique. Ces facteurs peuvent fragiliser un couple. Mais la majorité des ruptures profondes trouvent leur racine dans des dynamiques internes, besoins émotionnels opposés, visions de vie différentes, blessures non résolues. Ce n'est pas moins spirituel, c'est plus lucide. Beaucoup de relations dites karmiques activent en réalité des styles d'attachement. L'attachement anxieux pousse une personne à chercher constamment des preuves d'amour, à craindre l'abandon, à suranalyser les silences. L'attachement évitant, à l'inverse, crée une distance dès que l'intimité devient trop forte. La personne a peur d'être envahie ou de perdre son autonomie. Quand un anxieux rencontre un évitant, l'attraction est souvent explosive, mais instable. L'un poursuit, l'autre fuit. Ce cycle peut être interprété comme une connexion cosmique, alors qu'il s'agit souvent d'un mécanisme psychologique. La dépendance émotionnelle renforce cette illusion. Lorsque ton bien-être dépend entièrement des réactions de l'autre, chaque message, chaque absence, chaque regard prend une dimension dramatique. Tu confonds intensité et amour. Or, l'amour mature n'est pas une montagne russe permanente. C'est une stabilité choisie, consciente. Croître avant l'union devient alors essentiel. Deux personnes qui ne se connaissent pas émotionnellement, vont utiliser la relation pour combler un vide. Deux personnes qui ont travaillé sur leurs blessures utilisent la relation pour partager une plénitude. La différence est immense. Peut-être que certaines relations n'étaient pas destinées à durer, mais à te révéler tes schémas. Elles n'étaient pas des fins, mais des catalyseurs. Et parfois, la plus grande preuve d'amour spirituel n'est pas de s'accrocher, mais de guérir. La plupart des personnes qui ont tenté de te freiner ou de te manipuler pensaient que leurs actions t'effaceraient, t'affaibliraient ou t'empêcheraient de progresser. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que la pression, les échecs imposés et les attaques répétées ne t'auraient pas détruit, elles allaient te forger. Ce qu'ils voyaient comme une faiblesse était en réalité le creuset dans lequel ton caractère, ta résilience et ta force intérieure allaient se transformer. Chaque critique, chaque sabotage, chaque mensonge lancé contre toi est devenu un outil pour te renforcer. En psychologie, ce phénomène s'appelle la croissance post-traumatique. Ce n'est pas simplement la survie après l'adversité, c'est l'émergence d'une version de toi plus forte, plus claire, plus alignée avec ton potentiel.
Les expériences traumatiques peuvent paradoxalement servir de catalyseur pour développer des compétences insoupçonnées. Discernement, patience, capacité à poser des limites, confiance en soi et même une sagesse intuitive que seule l'épreuve peut conférer. Prenons un exemple concret. Imagine que tu travailles sur un projet important, mais que plusieurs collègues tentent de te discréditer ou de te saboter. Au début, tu ressens colère, frustration et doute. Mais au fil du temps, tu apprends à observer les comportements sans réagir impulsivement, à anticiper les obstacles et à créer des stratégies qui neutralisent les attaques avant même qu'elles ne se produisent. Cette discipline, cette clarté et cette force mentale ne viennent pas par chance. Elles sont le fruit direct des difficultés que tu as traversées. Ce qui aurait dû t'arrêter devient le moteur de ton ascension. Le renversement narratif ici est profond. Ceux qui espéraient ta chute deviennent témoins involontaires de ton élévation. Ce que tu as vécu comme oppression se transforme en formation. Chaque obstacle devient un tremplin, et chaque attaque se retourne contre ceux qui l'ont lancé. Non pas avec vengeance, mais avec la puissance tranquille de quelqu'un qui a appris à se protéger, à s'affirmer et à exceller malgré tout. À ce stade, tu n'es plus la même personne qu'avant l'épreuve. Ton identité s'est transformée. Là où il y avait peur et doute, il y a désormais force et certitude. Là où il y avait incertitude et manipulation, il y a maintenant discernement et maîtrise. Et ceux qui t'ont sous-estimé ne voient pas seulement leur plan échouer. Ils voient la naissance d'une version de toi qu'aucune manipulation, aucune attaque et aucune injustice ne pourra plus jamais atteindre. Lorsqu'une personne ou un groupe qui a longtemps cherché à contrôler ton énergie, ton temps ou tes décisions perd soudain ce contrôle, la dynamique change radicalement. La perte de contrôle est souvent accompagnée de panique, de rage ou de comportements imprévisibles. Psychologiquement, c'est normal. Une personne habituée à manipuler et à influencer les autres ne sait plus comment obtenir les mêmes résultats. Ce vide de pouvoir crée un danger potentiel, non seulement sur le plan émotionnel, mais parfois même dans les interactions directes. Les manipulateurs cherchent à regagner leur position à tout prix, et leurs réactions peuvent devenir agressives, calculées ou totalement irrationnelles. C'est exactement à ce moment que tes limites deviennent essentielles. Définir clairement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas te protège non seulement physiquement et émotionnellement, mais établit aussi un cadre qui rend toute tentative de manipulation inefficace. Poser des limites n'est pas un acte de méfiance ou de froideur, c'est un acte de survie et de respect de soi. Cela permet de rester maître de ta vie, même lorsque ceux qui ont essayé de la contrôler se sentent menacés par ta nouvelle autonomie. L'intelligence émotionnelle est ton allié la plus précieuse dans cette phase. Elle te permet de reconnaître les signaux de tension, de rester calme face à l'agressivité et de ne pas te laisser entraîner dans des disputes ou des confrontations qui pourraient te coûter de l'énergie. Observer, analyser, rester mesuré, voilà ce qui transforme un moment potentiellement dangereux en une opportunité de démontrer ta maîtrise et ta résilience. Voici quelques conseils pratiques pour rester en sécurité émotionnelle et mentale pendant cette phase critique. Maintiens le silence stratégique. Répondre impulsivement à la colère ou aux accusations ne fait qu'alimenter le chaos. Documente les interactions, garde des traces écrites ou des preuves des comportements problématiques. Cela protège légalement et clarifie les événements pour toi. Active ton réseau de soutien, amis, famille ou mentors qui comprennent la situation et peuvent t'offrir conseils et protection. Respiration et ancrage. Utilise des techniques de respiration profonde, de méditation ou de visualisation pour rester centré. Séparation physique ou numérique si nécessaire.
réduire l'accès direct ou indirect aux personnes instables, et c'est parfois indispensable pour protéger ton énergie. Il est crucial de faire la distinction entre prudence et paranoïa. Être prudent signifie anticiper les dangers et prendre des mesures pour rester en sécurité. La paranoïa, elle, consiste à interpréter chaque situation comme une attaque personnelle sans preuve. La prudence est active, consciente et constructive. La paranoïa est réactive, émotionnelle et épuisante. Développer cette nuance te permet de rester alerte sans t'épuiser, de réagir intelligemment plutôt que de subir les émotions des autres. En résumé, la perte de contrôle des manipulateurs est une fenêtre stratégique. Si tu observes tes limites, reste centré et applique ton intelligence émotionnelle, tu transformes une situation potentiellement dangereuse en un terrain d'affirmation et de protection. C'est dans ce moment critique que se voit la force véritable, non pas dans la confrontation impulsive, mais dans la maîtrise consciente de soi. Tu as traversé des tempêtes que peu auraient survécu. Chaque attaque, chaque mensonge, chaque manipulation n'a pas réussi à t'anéantir. Elle t'a façonné. Aujourd'hui, tu te tiens dans une nouvelle identité, solide, inébranlable, une version de toi-même que personne ne peut plus atteindre. Tu n'es plus la même personne qu'hier, ni celle qu'il pensait pouvoir contrôler. Ce que tu as construit à l'intérieur de toi est une forteresse invisible, une citadelle de paix et d'autorité intérieure. Les murs sont épais, les portes verrouillées, les tours éclairées par une lumière qui vient de l'intérieur. Lumière que personne ne peut éteindre. Ils peuvent parler, ils peuvent te murmurer, conspirer, essayer de te déstabiliser. Mais leurs mots n'ont plus de prise. Chaque mensonge rebondit contre tes murs invisibles. Chaque attaque frappe un bouclier qui ne connaît ni fissure ni faiblesse. Tu es devenu le phare dans la tempête, la lumière qui ne vacille jamais, l'étoile fixe que rien ne peut éteindre. Tu observes le chaos qu'ils espéraient créer, et tu restes impassible, souverain dans ton calme. Répète-le avec moi. Ils peuvent pas parler, mais ils ne peuvent plus m'atteindre. Ils peuvent comploter, mais je suis inviolable. Ils peuvent te mentir, mais je connais ma vérité. Chaque mot renforce ton armure. Chaque répétition aligne ton esprit sur la puissance qui t'appartient par droit divin. Ton autorité intérieure est maintenant palpable. Tu n'as plus besoin de validation extérieure. Tu n'as plus besoin d'approbation. Les décisions que tu prends sont guidées par la clarté, la sagesse et l'intégrité. Les chaînes de leur contrôle se sont brisées. Les filets de leur manipulation sont déchirés. Tu es libre, mais surtout, tu es inattaquable. Et ce n'est pas une question de chance. C'est le fruit de ton endurance, de ton discernement et de ta foi en toi-même. Et même si le monde continue de parler, même si les critiques fusent ou que la jalousie essaie de te toucher, tu sais une vérité fondamentale. Plus rien ne peut t'atteindre là où tu es aujourd'hui. La forteresse est complète, le phare brille, et toi tu marches dans le monde avec la force tranquille de celui qui sait que rien ne peut le détruire. Tu as traversé les ombres, affronté les manipulations et émergé plus fort que jamais. Ce que tu pensais perdu ou volé revient à toi, amplifié, et ta lumière brille désormais d'une intensité que personne ne peut éteindre. Chaque obstacle, chaque mensonge, chaque trahison n'était pas un frein, mais un enseignement déguisé. Tu as appris à discerner, à te protéger et à marcher dans ton pouvoir avec autorité et sérénité. Regarde autour de toi. Ceux qui tentaient de te diminuer sont désormais exposés. Mais toi, tu avances avec clarté et confiance. Ce moment n'est pas seulement ta victoire,
Il est aussi un signal pour tous ceux qui doutent en tout, se sentent coincés dans des luttes invisibles. La lumière finit toujours par triompher sur l'obscurité. Si ce message résonne en toi, laisse un commentaire « Je vois clair » pour que nous sachions que tu comprends et partage cette vérité. Abonne-toi pour continuer ce voyage vers l'élévation et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de retrouver sa force intérieure. N'oublie jamais, chaque pas que tu fais dans la lumière inspire un autre à se lever. Et maintenant, réfléchis. Qu'est-ce que tu es prête à libérer de ton passé pour embrasser pleinement ton futur ?